Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Raquel à 134e, avec aujourd'hui dans le studio Piquet-Cou, Jean à l'instruction publique comme d'hab. Salut à tous. Et Roro qui cause dans le micro, de l'artiste dans la société. Mais où est-il donc? L'artiste en dehors de ceci. Ah bah je suis là. L'artiste et l'engagement politique, là on s'interroge. L'artiste et la religion. Par contre, là, non. Il y est. Sur le banc de la petite église périphérique, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc? Écoutez nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez manipulé, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus du nôtre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où l'on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse, car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Alors vous venez d'écouter Les Nouveaux Partisans, interprétés par la compagnie Jolimaux, extrait de leur dernier CD, Paroles de mutin. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel 134e, Piquet-Cou, Jean et moi, avec tout de suite notre organiste qui va vous causer du thème de cette émission. Voilà, absolument, puisque j'ai oublié de la donner tout à l'heure. C'est sur les murs, aujourd'hui, le thème de l'émission. Voilà, donc on va parler, et on va développer ça, de l'intelligence des affiches.
aussi bien les affiches politiques que les affiches publicitaires. Merci. Voilà mon Roro, je te laisse le crachoir avec ta mini-tube de luminance Roro XXL dans ses œuvres. Oui, avant, ou dans ses pompes. Avant notre bon Raymond la science, qui poursuivra, qui colmatera les brèches. Après, c'est les trous que j'aurais fait dans l'ordre du jour. 2012, année d'élection, piège à con. C'est ce que j'ai, un petit note que j'ai envoyé à tous mes copains et mes amis pour leur souhaiter une bonne année. Oui. En ces jours d'élection, piège à con. Des petits bouts de papier, mais pas de riz ou d'Arménie, vous savez, comme dans la chanson de cette grosse pouffe de je sais plus qui, là. Vont s'entasser dans des boîtes fendues, qui seront vidées de leur contenu, qui sera décompté sous l'œil tort des scrutateurs de service. Je sais pas si vous avez déjà voté. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie, j'étais jeune et inconscient. C'est la première fois que tu l'avoues. Au passage. Oui, enfin, tous les péchés peuvent être pardonnés, n'est-ce pas? Bon. Non, pas celui-là. Je te cache pas que je suis un peu déçu, mais enfin bon. Monsieur ou madame machin gagnera le jackpot. Alors, monsieur ou madame machin, vous avez bien compris que c'est monsieur Hollande ou monsieur Sarkozy ou madame Le Pen, hein. Gagnera le jackpot avec sa petite équipe de branleurs et tout ce beau linge va se goinfrer de mandature sur des promesses bidons. On est en plein dedans en ce moment. Vous en avez encore pour quelques mois. Pas 5 mois comme le croit le petit ventilateur de l'Élysée, Dixit, mon camarade Jean, mais dans 3 mois. Alors ils promettent plus de logements sociaux, plus de transports en commun, plus d'écoles, de crèches, de maisons de retraite, d'hôpitaux, de médecins. Plus. Les mêmes à chaque scrutin depuis qu'on vote. Ça fait un moment déjà quand même. Alors pour ça, vous pouvez vous remémorer les dernières présidentielles et les législatives qui ont suivi. Il y a toujours beaucoup de postulants pour ces petits boulots ingrats, la peur du chômage probable. Pourtant, ils le disent tous, c'est vache tes craignos comme job. Ils en font toujours des romans en se plaignant que c'est vraiment très très dur. On se demande pourquoi il y en a autant qui postulent. Et ils comparent même ça à une sorte d'espèce de sacerdoce. Et s'ils le disent, il est bien obligé de les croire. Enfin, il y a bien des connards qui les croient. Donc, ils vont au sacrifice, la fleur au fusil, comme nos poilus en 14. Et ils ne s'en lassent pas. Ils se représentent toujours. Et de préférence. Pas un seul mandat, non, à tous les mandats possibles imaginables. Municipal, cantonal, régional, législatif, sénatorial, ministériel, et le jackpot final présidentiel. Tout ça pour ça, sans compter tous les trucs qu'on peut gratter, ici, là, ailleurs. Vous savez, il y a des prébendes un peu partout. Mais le peuple y croit encore, de moins en moins, au su et au vu de l'abstention, qui grimpe quand même toujours un peu plus, mais toujours trop quand même, puisqu'il y a des gens qui sont élus, en fin de compte. Le truc, c'est qu'il faudrait pas qu'il y ait des gens élus. Même avec les voix, ils pourraient... Bon, bref. Et ces messieurs-dames mandatés peuvent la coincer peinard. C'est pas pour demain le grand soir qui balayera ces racailles. Les enverra goûter au 3-8, à la récolte des agrumes dans les latifundas du sud de la France, et à toutes ces joyeusetés que ceux d'en dessous se gavent toujours et encore. C'est pas fini, tant que vous voterez les mecs, vous y aurez droit. Puis aussi, vous avez droit à des virons à la NPE, ce qui est maintenant converti en Pôle emploi, complètement bidon, un petit concubinage avec le RMI qui s'est transformé en RSA, une expulsion de logements en happy end. Vous savez que tous les printemps, environ 100 000 pauvres glands vont faire la teuf dès le printemps sur le trottoir de leur logement. Par famille entière éjectée par des keufs en grande forme à la sortie d'un hiver de chiottes. Le printemps, ça se fête chez les keufs en foutant les gens dehors. Alors, plus de logements qu'il brame le postulant à une mandature depuis son poulailler de luxe. Parce que tous ces gens-là qui gueulent pour qu'on ait des logements et qui n'en produisent pas d'ailleurs, le gueulent depuis des lieux de villégiature assez craignos. C'est vrai qu'on remarque peu de représentants de cette engeance de politicards avec leurs meubles sur le trottoir au printemps. On voit pas le petit ventilateur de l'Élysée, comme l'appelle Montjean, avec ses 3 bouts de bois sur le trottoir de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais du haut en bas, ou l'inverse de l'échelle du pouvoir, ils jurent tous, leur grosse pogne boudinée sur le cœur, que c'est classe, la crise du logement. Classe, en voulant dire, c'est fini.
à chaque fois, c'est fini la crise du logement. C'était hier, mais demain, vous serez tous abrités pour les jours de pluie. Ils ont tout fait, ils font tout, ils feront tout et encore bien plus pour que plus jamais une famille se prépare à aborder le lit conjugal dans le caniveau. Allez, bonne bourre les mecs, tous aux urnes, c'est bon de se faire fleurir le prose, on leur demande. Aux gens. Voilà, bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va voir à la fin de ma propre revue de presse que c'est un bon business. Oui. Hein, et que, tu vois, ils sont tout le temps en train de pleurnicher, en train de nous faire croire à un sacerdoce. Bon. Ah non, c'est un fonds de commerce. On n'arrête pas de le dire dans cette émission. Bien sûr. Et un fonds de commerce qui peut rapporter gros. Mais on verra ça à la fin. Et puis qu'il y a de l'avenir, quoi. C'est pas... De l'avenir, ça c'est encore autre chose. Oui, enfin, il le croit en tout cas. Grâce à Racaille, cet avenir est menacé, mon cher Robert. Il faut y croire. Oui, mon Raymond. Contrairement à une idée soigneusement véhiculée et rabâchée par les réseaux d'extrême droite, le christianisme reste de loin, je sais que ça va t'étonner, reste de loin la première religion du monde, selon une étude américaine, extrêmement sérieuse. Dans ces trois grandes confessions, tu vois, catholique, orthodoxe et protestante, il regroupe 2,184 milliards d'individus, soit plus d'un tiers de l'humanité, 31,7% précisément. Tu vois, on n'est pas très loin du tiers. L'islam arrive seulement en seconde position, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, avec 1, c'est déjà trop. Ça ne me rassure pas. Vraiment. Mais ça, c'est un aparté. Donc l'islam arrive en seconde position avec 1,619 milliards de fidèles. Tu vois, j'aime surtout le 619 milliards. Oui. Non, mais c'est 1, devant. Voilà, soit un peu moins d'un quart de la population mondiale, qui est, je le rappelle, où je vous l'apprends, de 7 milliards d'individus. Ils sont partout, les chrétiens. Ils sont partout, Robert. Tu savais ça? J'en avais un gros doute, mais bon. Voilà, puis puisqu'on a évoqué les catholiques, le chef de l'État, je ne sais pas si tu es au courant, a reçu une dizaine de jeunes prêtres à l'Élysée. Ah non, je connais. Non, tu savais pas. Mais non, je suis pas à l'actualité religieuse comme toi, mon genre. Non, pas d'aussi près en tout cas. Quelques réminiscences douloureuses, j'imagine. Mais on n'en parlera pas ce matin. Non. C'est une émission sérieuse. Avec le chef de l'État, ils ont causé de leurs vocations respectives. Ah d'accord. Ah oui, parce que c'est une vocation dans les deux cas. Ah oui. Oui. Allez-y, parlez-moi franchement, a invité Nicolas Sarkozy. Au nom de quoi, a-t-il ajouté, faudrait-il ignorer ce que vous représentez? Il a ajouté ça pour justifier ces inhabituelles agapes, on va dire, qui se font évidemment, tu l'as deviné, à nos frais. Ouais. Oh oui. Enfin, on imagine 37 000 € une chambre d'hôtel. Heureusement, ils n'ont mangé que des hosties ce jour-là. Vous offrez une espérance. Les gens ont besoin d'espérance, a martelé encore le chef de l'État. C'est Camille Pascal, en fait, conseiller et plume du président, qui était l'organisateur de la rencontre. Tu vois, cet agrégé d'histoire catholique pratiquant aime beaucoup confronter le président aux univers les plus éloignés du sien. Tu vois, tous les serreurs de pompe possibles et imaginables. Alors, on se demande au passage combien le petit coq a de plumes, tu sais? Non. Parce que Guénaud, Pascal, chaque fois que on parle d'un conseiller à l'Élysée, c'est toujours une plume du président. Je sais pas combien il en a. Quand on voit le résultat des discours, on a quand même le sentiment qu'une seule suffirait. Oh oui. Bien placée, tu vois. Bien placée, oui. Surtout qu'il répète le même discours à quelques mois d'intervalle. Voilà. Alors, toute autre chose qui n'a rien à voir. Quoique, les journaux ont dressé la liste des 10 personnes qui étaient encore totalement anonymes en 2010 et qui ont pourtant fait l'actualité en 2011, tu vois. Leurs noms ou actions sont aujourd'hui connus de tous, tu vois. Tout de suite après le Tunisien Mohamed Bouazizi, on va dire que ça c'est assez mérité, vendeur de réverbère, là. Absolument, vendeur ambulant de fruits et légumes, qui s'est immolé par le feu en décembre 2010, je le rappelle, pour protester contre la destruction en fait arbitraire de son étal par les forces de l'ordre du régime de Ben Ali. Tout de suite après ce Mohamed Bouazizi, on trouve Nafissatou, je sais pas qui c'est, femme de chambre au Sofitel de New York City, tu vois. Bref, pour faire l'actualité, tu vois,
mieux vaut être plumeau de Diallo que plume de Sarko. Je sais pas ce que t'en penses, mais intéressant, mon journal. Attention, tu fais de la haute voltige. Là. Voilà. Et puis pour en revenir à ton papier de la semaine dernière, petite piqûre de rappel, l'emploi continue de se dégrader en France. Ah oui. Ouais. Le nombre de chômeurs en catégorie A, je rappelle que la catégorie A sert à masquer les catégories suivantes, en fait. La catégorie A, se signifie sans aucune activité au cours du mois. Mais seulement du mois, hein. Donc le nombre de chômeurs en catégorie A s'élève à 2,85 millions en novembre, hein, soit une hausse de 29 900 chômeurs. La population d'une ville moyenne, quoi. Absolument. Le nombre de demandeurs d'emploi grimpe de 51 800, lui, hein, c'est-à-dire à 2,85 millions de personnes, hein, si l'on ajoute les demandeurs d'emploi en activité réduite, temps partiel subi, CDD arrivé à échéance, et autres petits boulots, hein, classés en catégorie B et C. C, c'est ayant travaillé respectivement moins et plus de 78 heures dans le mois. Hein. Voilà. Pour la deuxième fois d'affilée, en fait, il s'agit d'un record absolu. Tiens, Robert, je sais que ça va être difficile. Question très difficile. Rappelle-moi qui, en 2007, disait « Je ferai tout pour réduire... » Non, je sais, c'est pas drôle. Je sais pas pourquoi je me marre. C'est le petit ventilateur de l'Élysée. Ouais. Je ferai tout pour réduire... Oh, bravo. Avant même que j'ai... Bon, je vais quand même le dire. Je ferai tout pour réduire la fiscalité qui pèse sur le travail. En 5 ans, nous pouvons atteindre le plein emploi. Ça, c'était en 2007. Hein. C'est-à-dire un chômage inférieur à 5%. Parce que le plein emploi, ça veut pas dire... Non. On est à près de 10, là. Ouais, ça veut pas dire que tout le monde a du boulot. Non, hein. bien sûr que non. Je ferai en sorte que les revenus... Ça veut dire que tous les emplois disponibles sont pourvus, en fait. C'est ça, le plein emploi. Tu savais? Non, je savais pas, non. Non, je sais pas comment on baptisera le fait que tout le monde ait du boulot. Parce que le plein emploi, c'est que tous les emplois sont pourvus. Non, ça a l'air de te faire marrer, mais c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de commerce. Oui, c'est pour ça qu'on en est à ce point. Et à peu près, c'est une des raisons. Voilà. Je ferai en sorte que les revenus du travail soient toujours supérieurs aux aides sociales et que les titulaires d'un minimum social aient une activité d'intérêt général. Avec les partenaires sociaux, je créerai la sécurité sociale professionnelle. Nous créerons un compte individuel d'épargne de formation. Bon, allez, j'arrête là. Hein. C'est pathétique. Voilà. Mais enfin, comme je te l'ai... j'ai un petit peu évoqué en début d'émission, ou plutôt à la fin de ton papier, ça ne va pas si mal à droite, hein, puisque l'UMP a dégagé un excédent de 4,6 millions d'euros l'an dernier, a révélé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, tu vois. Voilà. Alors en matière d'argent public, hein, on sait que la pression hydrostatique est proportionnelle à la profondeur. Ouais. Hein, je sens que ça t'intéresse tout de suite. Là. T'as ton œil qui s'allume. On ne doute donc pas que les plus fins esprits de ce beau parti, il y en a, hein, ont mis au point un système de vases communicants entre leur caisse et celle du pays, tu vois. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Eh ben, mon Jean, c'est peut-être tout, mais alors dis donc, ça nous donne pas vraiment envie de continuer à respirer. Allez, bonne année. Le temps des cerises sifflera bien.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Raquel la 134e, avec aujourd'hui dans le studio Piquet-Coup, Jean à l'instruction publique, comme d'hab. Salut à tous. Et Roro qui cause dans le micro, de l'artiste dans la société. Mais où est-il donc? L'artiste en dehors de ceci. Ah bah je suis là. L'artiste et l'engagement politique, là on s'interroge. L'artiste et la religion. Par contre, là, non. Il y est. Sur le banc de la petite église périphérique, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc? Écoutez. Alors, c'était l'affiche rouge interprétée par Marc Augeret. C'est un poème d'Aragon. Sur Arakaï, sur Radio Libertaire, Arakaï, la 134e, Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Oui, c'est une chanson assez extraordinaire, enfin qui fait pleurer dans les chaumières, et c'est aussi une belle introduction au papier de Jean sur l'intelligence des affiches. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que une émission, c'est un petit peu courte. Sur une émission sur les murs consacrée aux affiches. On en fera peut-être, dans 15 jours, on en fera peut-être une seconde, où on reverra comme ça des affiches qui ont jalonné aussi bien sur le plan politique que publicitaire, qui ont jalonné ou même marqué nos conscients ou nos inconscients collectifs. Ce serait pas mal, tel que justement l'affiche rouge. D'accord ? Alors l'extrait, c'est l'intelligence des affiches. C'est un petit bouquin que j'ai lu très récemment, là, par Pierre Fresnaud-Deruel. J'ai trouvé ça formidable. Il est né en 1943. Pierre Fresnaud-Deruel, c'est un prof, en fait. Et alors, dans cet essai publié en 2011 par les éditions Pyramide, l'auteur, avec une certaine truculence, j'ai vraiment bien aimé, allie la description à l'interprétation, la référence pointue au trait d'humour, tu vois, l'analyse sémiologique à l'enthousiasme du regardeur, je mets ça entre guillemets. La publicité, mais aussi la propagande, qui est sa cousine, associe deux discours. Le premier est toujours destiné à réactiver nos inquiétudes et nos frustrations. Le second discours, symétrique, consiste à proposer des réponses à ces mêmes inquiétudes et frustrations. Achetez X, vous vivrez mieux. Procurez-vous Y, vos rides disparaîtront. Avec Z, vous aurez la voiture que jalousera votre voisin. La publicité, en somme, est une sorte de prothèse ou de médicament. De ce point de vue, elle se situe aux antipodes de l'art qui nous demande, parfois durement, de mesurer nos manques ou nos désirs à l'aune du réel, et cela, justement, pour nous permettre de nous situer dans le monde. Même si l'on adhère à l'idée que la pub véhicule plus souvent qu'à son tour des propos démagogiques, il convient toutefois de nuancer les choses. Il est des publicitaires qui sont l'honneur de la profession et des affiches ou des spots dénués de vulgarité, pétris d'humour ou vraiment sensibles qui nous édifient. Si la publicité n'est pas un art, c'est une technique et un média. Certaines de ces manifestations sont des chefs-d'œuvre où éthique et esthétique ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. On veut dire que l'efficacité rhétorique, qui en soi n'est qu'une arme, s'enrichit ici et là d'une véritable dimension poétique. Les grands affichistes classiques sont de ceux qui, parfois, firent de nos rues d'extraordinaires galeries. Tout en respectant leur contrat, faire vendre, sensibiliser à une cause, ils donnaient aux passants l'occasion de se régénérer le regard, de se rincer l'œil au premier sens du terme. Évoquons la vache Montsavon de Savignac, qui, au sortir de la Seconde Guerre, amusa durablement grands et petits. Qu'a-t-il donc cet animal pour se maintenir dans la mémoire collective? Ce gentil ruminant, son regard est touchant, dont les pis sont prolongés en stalactites de lait, donne forme et substance au savon piédestal avec lequel
il semble faire corps, grandir même. Seuls 3 petits traits horizontaux, à la fois minuscules et remarquables, séparent l'épi de la bête de la coulée blanche qui, peu à peu, se transforme en support. Circulation des fluides. Le court-circuit de Savignac nie, pas tout à fait on l'a dit, la ligne de partage entre la partie, le lait, et le tout, la vache. Ou encore la matière première et sa métamorphose. Cette continuité nous amuse et nous charme parce que nous vivons à l'ère industrielle où la division du travail et la multiplication des procédures de transformation nous éloignent sans cesse de l'origine des choses. Or, sur le mode humoristique, cette affiche, qui fait mine de réparer les dégâts, réinstaure du lien entre nous, qui passons sur notre peau du savon, et la nature, symbolisée par l'animal devenu si lointaine. Osons cette lecture. La vache est au savon ce qu'était au lait notre mère lorsque cette dernière nous sustentait en nous comblant des blanches paroles de l'apaisement. Voilà. L'intelligence des affiches, donc, comme je l'ai dit, de Pierre Fresneau d'Heruel a été publiée en 2011 par les éditions Pyramide. C'est une petite maison. Fait de très belles choses, des livres courageux. Vous pouvez commander le livre, l'intelligence des affiches auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Oberkampf, fille des Calvaires ou République, j'allais dire fille de la République ou ouais, bah ça marche. Ou tous au Calvaire. Ça marche très bien, et puis nos auditeurs sont habitués. Oui, ils sont habitués. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Oui, et je pourrais ajouter, si tu me le permets, Jean, un souvenir perso. Quand j'étais étudiant, que je prenais le métro pour me diriger vers Paris, je pouvais voir aussi dans le métro des affiches de Savignac, évidemment, de Villemot, oui. gens comme ça. Et c'est vrai que c'était vraiment des... c'est réjouissant de les regarder. Il y avait quelque chose dedans de l'œuvre d'art, oui, vraiment. Ah ben bien sûr, bien au-delà de la réclame, il le dit très bien d'ailleurs. Ouais. Tout en respectant leur contrat, faire vendre ou sensibiliser à une cause, c'est le cas des affiches de propagande ou politique, il donnait aux passants l'occasion de se rincer l'œil, voilà. Et je me souviens aussi d'une affiche de ciné, je crois que c'était dans les années 50-60, à propos d'un chat. C'était une affiche publicitaire dessinée par Ciné aussi, qui m'avait vraiment, tu vois, parce qu'il avait, c'était un dessinateur quand même qui sortait un petit peu des dessinateurs humoristiques habituels, oui, ça, c'est vrai, de tous ces gens qui avaient dans la presse et qui m'avait vraiment, qui vraiment pour un adolescent, quoi, était quelque chose d'assez révolutionnaire, quoi. On adhérait tout de suite, ouais. Donc t'as raison de dire que les affiches, ça peut apporter aux gens, quoi, autre chose qu'une réclame pour un produit, quoi. Il y a aussi un accompagnement esthétique qui peut être. Ah oui, c'est plus qu'une manipulation, ça c'est clair et net. Bien sûr. Voilà. Pour rentrer chez vous, une seule adresse, la vôtre. Où que vous alliez, où que vous habitiez, où que vous travailliez, descendez à Richelieu, Drô, la station de l'élite. Curé de campagne, vicaire, ecclésiastique. Pour vos déplacements dans les paroisses, n'utilisez que le cycle Amen. Modèle agréé par le Vatican. Monsieur le commissaire, j'ai perdu mes clés. Bien fait. Docteur, j'ai perdu l'appétit. Bien fait. Mon cher ami, j'ai perdu ma femme. Bien fait. À toutes les plaintes, à toutes les doléances, répondez Bien fait. Un bienfait n'est jamais perdu. Vacances, vacances, vacances. Si vous n'aimez pas la mer, Si vous n'aimez pas la campagne, si vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre. Marnay, le bas qui fait parler la jambe. Souls, le chapeau qui fait parler la tête. André, le chausseur qui fait parler le pied. Réard, le slip qui fait... Vous venez d'entendre notre écran réclame. Et vous venez d'entendre Pierre Dac qui interprétait une page de publicité
Alors, pour mémoire, Pierre Dac était un humoriste et comédien français qui fut pendant la Seconde Guerre mondiale une figure de la résistance contre l'occupation allemande. Et on peut se remémorer la création de l'Os à moelle aussi en 1938, qui était l'organe officiel des loufoques. Et pour mémoire, Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Ouais. Avec Mordan Escalard, un feuilleton, je me souviens plus comment ça s'appelait le titre du feuilleton, mais c'était à mort de rire, avec l'adjudant dentifrice, etc. L'adjudant dentifrice. Et puis il a été à l'origine des manifestations, enfin de quelques difficultés qu'a rencontré Maurice Chevalier à la sortie de la guerre pour justifier son comportement vis-à-vis des occupants. Voilà. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste qui vous en dévoile des choses que vous ayez peut-être oubliées, ou pour les jeunes générations qui n'avaient complètement, dont ils étaient complètement passés à côté, puisque bon, l'histoire est pas une des vertus majeures de l'enseignement actuel. Enfin, une des choses les plus importantes. On va essayer de virer l'histoire des programmes de l'éducation nationale du temps de Giscard d'Estaing. À Racaille avec Piquécou à la technique et Jean, notre hussard noir, qui va poursuivre notre instruction artistique. Jean. Je m'accroche. Bah, on est bien content que tu t'accroches. Bon, là, on va survoler un petit peu l'histoire de l'affiche. On ira très vite. Comme on l'a dit, dans 15 jours, on essaiera de faire une deuxième émission où on s'amusera à se remémorer comme ça les affiches qui nous ont marqué aussi bien sur le plan publicitaire que politique, hein, si tu en es d'accord. Oh, mais mon Jean, nous en sommes tous d'accord. Je ne sais pas si nous aurons le bonheur de compter notre camarade Piquécou parmi nous, parce que là, elle en est à déposer tous ses mardis à vous. Ah oui, c'est... Sans la moindre compensation. Non, vraiment, on a de la Ça veut dire qu'elle flingue les points retraite. Ah la vache. Ouais. En fait, les premières affiches dont il subsiste des exemplaires, je ne sais pas si tu savais ça, mon cher Robert, ou si tu savais ça, ma chère Piquécou, mais les premières affiches dont il subsiste des exemplaires remontent au XVe siècle. Ils correspondent en fait ça paraît logique, hein, en fait, dit comme ça. Là, je l'ai appris sur ton papier, mon Jean, que tu as eu l'obligation de m'envoyer. Bon, c'est bien. Elles correspondent au début de l'imprimerie. Bah oui, finalement. C'est assez logique. Mais enfin, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les affiches en question ne comporteront pratiquement que du texte, hein. Quelquefois des vignettes en xylographie. Leur production de ces affiches est réservée aux autorités civiles ou ecclésiastiques. Bah tu m'étonnes. Ils ont quand même compris rapidement le pouvoir qu'on pouvait en tirer, hein, puisque en France, tu vois, il y a même un arrêté de 1722 qui prend la peine d'interdire aux particuliers d'en placarder. Ah, d'accord. Des affiches, tu vois. Puis tout le monde se rappelle des défenses d'affichés qui ont disparu, hein, de la nos loi de murs. 1881. T'as remarqué que ça avait disparu de la plupart de nos murs. Ouais. Je sais pas pourquoi ça. Et moi, quand j'étais enfant, ça m'a toujours intrigué. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? La loi de 1881. Défense d'affichés. Oui. Je me doute que ton rapport à l'autorité ayant toujours été conflictuel, on va dire, je me doute que tu te gardais bien d'obéir à cette... Oui, ça m'a toujours... Et c'est souvent... Tu choisissais forcément ces endroits-là pour... hein. Et là, il y avait Sauvé Henri Martin, sous ces murs, justement, où c'était interdit d'afficher. Ouais. Henri Martin, qui est un militant communiste, qui avait été emprisonné, etc., dans les années 50. Absolument. La Révolution française, elle, on s'en doute un petit peu, elle va voir au contraire fleurir la fiche politique, hein. Mais enfin, l'image y demeurait exceptionnelle. C'est seulement en fait l'invention de la lithographie en 1796, hein, et surtout sa diffusion après 1815, tu vois, qui vont permettre à l'affiche d'acquérir une valeur artistique. Je mets ça entre guillemets parce que on peut en discuter, hein. Dans le dernier tiers du 19e siècle, l'affiche française mise au point par des artistes tels que Bonnard, Toulouse-Lautrec, tout le monde le sait, mais Bonnard c'est moins connu, ou Jules Chéret, mais bon, c'est peut-être un peu plus déjà, sert de modèle à toute l'Europe occidentale, hein. L'affiche anglaise et américaine subit, elle, juste un peu derrière, l'influence d'Aubrey Bursley. Tu vois ce que c'est, Aubrey Bursley? On est plutôt du côté des artistes symbolistes, tu vois. Puis de Mucha, ça quand même... Mucha,
Mucha, tu connais Mucha quand même. Le nom, mais je connais, je visualise pas. Ouais, bien sûr, dans une sorte d'école internationale parente de l'art nouveau, tu vois bien de quoi il s'agit. Bon, toute cette floraison. Oui, je vais dire oui parce que tu vas me poursuivre. C'est pas, ah oui, là, de ma haine, de mon courroux. Comment il ignore ces choses-là? Il a pas lu mon papier, il a pas été documenté. Voilà, une sorte d'école internationale, comme je l'ai dit, parente de l'art nouveau, qui va étendre sa domination jusqu'en Allemagne. Ouais. Déjà pour dominer l'Allemagne. Oui, c'est déjà, il faut le faire parce que bon. Voilà, deux pays demeurent quand même relativement à l'écart du mouvement général. Hein. L'Espagne, où dès 1830 les réclames traditionnelles pour la corrida. Là, tu vois de quoi il s'agit, parce que ça s'accompagnait de xylographie, ça n'a pas tant que ça changé depuis ces années-là. C'est un peu comme les affiches de cirque. Ouais, il y a des codes, vois, qui sont toujours respectés aujourd'hui. Hein. Et puis l'Italie aussi, où l'affiche demeure allégorique ou dramatique. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre, quand c'est pas les deux, hein, sous l'égide de la maison d'édition Ricordi, qui en a même possédé quelque temps le monopole, hein, au moins sur la péninsule, hein, sur toute la péninsule. Au XXe siècle, la diffusion croissante de l'affiche voit fleurir un style art déco qui succède au Jugendstil. Il triomphe vers 1920 avec Léon Bakst. Non, ça n'avait rien non plus. Et ses nombreux imitateurs. Bah, au moins, tu ne fais pas partie de ces imitateurs. Non. Voilà qui est confirmé. Mais bon, je le savais déjà, remarque. Mais... Là, non, on en trouve encore aujourd'hui. Je suis plus dans l'affiche contemporaine, enfin... des Savignac et Villemot et compagnie. Voilà, oui, non, mais Bakst, il y a encore aujourd'hui des imitateurs, mais qui ont l'air de considérer qu'ils viennent d'inventer quelque chose. Comme moi, j'ai inventé l'impressionnisme quand j'avais 13 ans, tu vois, c'est à peu près du même tonneau. Un créateur isolé, Cappiello, je crois que c'est toi Cappiello, qui... oui. Ça y est, il se réveille. Non, je confonds avec Capello d'ici. Ou de là-bas. Oh non. Cappiello. Cappiello, oui. Renforce par des alliances chromatiques hardies l'effet produit par l'idée originale, tu vois, de caractère métaphorique, hein, qu'il apporte à chacune de ses compositions. Tu vois, je crois que l'émission dans 15 jours est vraiment indispensable. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, tu vas percuter. Tu vas percuter et nous raconter des tas de choses, j'en suis sûr. Et puis l'affiche européenne subit l'influence du cubisme. Ah oui, c'est peut-être pas ce qu'elle a subi de mieux, mais enfin bon. Et recourt volontiers à la simplification géométrique. Ah, tu vas voir une conception qui sera illustrée en France par Cassandre. C'est toi qui en parlais tout à l'heure. Bon, oui, enfin bon, oui. Oui, mais pas de cubisme, pas de Cassandre. Ah, si. Oui. Et ce qui va s'accentuer d'ailleurs aussi avec les affiches de Paul Colin. Paul Colin, tu vois. Tu vois aussi. Là, je vois pas le rapport avec le cubisme, franchement. Ah, si tu vois les affiches de Joséphine Baker, les premières en tout cas. Ah oui. Ah, tu comprendras tout de suite. Oui. Tandis que Jean Carlu introduira dans le matériel publicitaire des éléments inédits, souvent métalliques ou parfois même luminescents. Hein. En Union soviétique, la première phase de la révolution de 1917 avait donné lieu à une extraordinaire floraison, tu vois, d'affiches politiques faites souvent de volumes réduits à l'essentiel et d'un graphisme percutant, hein, sous l'influence des peintres d'avant-garde, les constructivistes notamment. Hein. La Seconde Guerre mondiale va amener une régression figurative. C'est toujours une régression figurative. Attention, les oreilles ennemies vous écoutent. Attention à nos amis de figuration critique. En favorisant les affiches de propagande. Eh oui, désolé les gars, vous êtes habillés pour l'hiver. Ouais. Hein, régression parallèle. Attention, là, je prends des gants tout de même. Régression parallèle à celle entraînée par le réalisme socialiste. On a vu ce que ça pouvait donner. Hein. Là, c'est assez ropillatoire. Voilà. Après la guerre, des affichistes français tels que Savignac ou Morvan vont tenter de renouveler leur métier, hein, par la force d'un message simple. C'est important. Une idée. Une affiche, c'est faite pour être comprise il y a quelques secondes, quoi. Hein, un quart de seconde, même, peut-être. Oui, c'est pas une annonce publicitaire. Hein. Faut pas confondre les mecs. Exactement. Tu vois, voilà. Un message. Une métaphore, voilà. Et puis la violence des couleurs aussi, hein. Mais l'introduction de la photographie dans l'affiche va peu à peu réduire le rôle de celle-ci, hein, comme véhicule de l'imagination graphique, en dépit de l'intervention d'artistes prestigieux, hein, comme Dali ou Mathieu. Hein.
Même Follon avait fait pas mal d'affiches. Oui, bien sûr, il a fait beaucoup d'affiches. Mathieu, moi je me rappelle particulièrement de ces affiches qu'il a faites pour Air France, mais on verra ça dans 15 jours, ou en quelques traits de tubes ou de pinceaux ou même de peau, de couleur. Il évoquait la culture et d'un pays comme le Japon ou le Canada. C'était une réussite, ces affiches. Mathieu, j'ai pas de nouvelles. Je crois pas qu'il soit mort. Non, il est pas mort. Pas dans quel état il est. C'est un des artistes français les plus cotés mondialement. Alors que en France, il a complètement disparu. Mais sur le marché. Peint-il encore? Je n'en sais rien. Je sais pas non plus. Non, mais je sais qu'il est vivant et que son œuvre est tout à fait regardée dans le monde, quoi. Mais enfin bon, c'était peut-être aussi parce qu'ils n'ont fait en fait ces artistes prestigieux comme Dali ou Mathieu que transposer le style de leur création culturelle. C'est tout à fait ça. Alors un certain renouveau a eu lieu vers 1960 grâce à l'activité des Pushpin Studios. C'est aux États-Unis, animé par Milton. Les années 60, tout le monde a l'air de penser que ce sont les années 70. Non, les années 60. T'as raison. Dans Graphis, il y avait des... Absolument. Milton Glaser, ils étaient animés par Milton Glaser et Seymour Schwast, qui pratiquèrent une intégration en fait systématique du graphisme au sein même de l'image. C'est-à-dire que l'information, le message fait partie de l'image. Ensuite est apparu tant en Europe qu'aux États-Unis l'affiche dite psychédélique, tu vois à quoi je fais référence, ou pop. Oui, fallait prendre un peu d'acide pour pouvoir rentrer dedans. Absolument, voilà. Somptueusement décoré dans un style qui emprunte, je sais pas si les créateurs le savaient, mais aux créations de 1900. On revient à la je pense qu'ils le savaient pas dans l'état où ils étaient. Voilà, des créations originales se sont développées dans le même temps en Pologne. Des grands graphistes les Polonais. Absolument. Il y a eu toute une école avant que la révolution culturelle chinoise ou les événements de mai 68, tant d'ailleurs à Paris qu'à Prague, ne voient surgir des affiches anonymes souvent saisissantes, réalisées avec des moyens de fortune comme la sérigraphie. Oui. Et vous comprendrez que je fais allusion aux ateliers de la Sorbonne. C'est ce que j'allais dire. Ou même des Beaux-Arts, ils avaient un atelier aussi. Absolument, mais eux, c'était quand même moins étonnant. Voilà, la Chienlit, c'est lui. Mais on reverra tout ça, je le dis, dans 15 jours. Et puis en attendant, je vous mets un lien sur le site de l'émission, ou plutôt le blog http://arakai.blogspot.com. Et je voudrais ajouter, si vous me le permettez, chers camarades, que je lance un appel à tous les rigolos qui se croient affichistes parce qu'ils ont un logiciel à leur disposition ou deux pour essayer de leur faire entrevoir une vérité. C'est que c'est pas un métier qui s'improvise, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des outils informatiques sans une formation typographique au minimum, et que une affiche, comme l'a bien souligné Jean, et ça fait parfois l'objet de certaines de nos conversations, ce n'est pas une annonce publicitaire, c'est comme l'a dit Jean, comme le faisaient les Savignac, les Morvan, les Villemot et compagnie. Ça se lit en une seconde, puisque c'est des choses qu'on lit pas seulement en marchant, mais comme je vous le disais, il y en avait dans le métro, il y en avait un peu partout. Donc, on peut pas y rester une heure devant pour essayer de comprendre ce qu'on a voulu dire, quoi. Voilà. Donc, alors, pour tous ceux qui croient qu'un logiciel peut leur donner la capacité de faire de la création graphique, il faudrait qu'ils essayent de se rendre compte que ce qu'ils font en réalité des gros caca. Parole de vieux con. Le temps des cerises sifflera bien mieux.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à laquelle la 134e, avec aujourd'hui dans le studio Piquet-Coup, Jean à l'instruction publique, comme d'hab. Salut à tous. Et Roro qui cause dans le micro, de l'artiste dans la société. Mais où est-il donc? L'artiste en dehors de ceci. Ah bah je suis là. L'artiste et l'engagement politique, là on s'interroge. L'artiste et la religion. Par contre, là, non. Il y est. Sur le banc de la petite église périphérique, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que ce truc? Je me voyais déjà. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours. Vous voyez, la voix est là, quoi. En tout cas, la voix, elle y est, elle est là. Ouais, Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 134e, avec Piquet-Coup, dont vous venez d'entendre la voix charmeuse qui vous berce, je suppose. Mon Jean, qui va vous réveiller. Une voix moins charmante qui nous berce moins. Ah non, s'il a une voix sourde, comme ça, un peu, j'adore. Je déteste les voix un peu criardes, un peu, bon. Ah oui, non, je suis... Bon. Une voix de Stewart, peut-être, non? Pas du tout. Comment je dois traduire ça? Allez, mon Jean, brisons-la. Et là, c'est Piquet-Coup qui va nous raconter dans la série des histoires de vie d'artistes. Elle va prendre votre place, attention. L'histoire d'un peintre et d'affichiste révolutionnaire. Elle va nous raconter l'histoire d'Helios Gómez Rodríguez. Voilà, né en 1905 et mort en 1956. En 1936, le peintre et dessinateur espagnol Helios Gómez Rodríguez fonde le syndicat des dessinateurs professionnels de Barcelone afin de défendre la République par l'affichisme militant. Il demeure l'un des représentants les plus emblématiques du graphisme ibérique de la première moitié du XXe siècle. Il était artiste, à la fois peintre et révolutionnaire, mais aussi anarcho-communiste et poète. Né à Séville, d'une vieille famille gitane, rurale et prolétaire, il gardera jusqu'au bout un fort sentiment identitaire gitan et andalou. Pour mémoire, les Roms sont appelés gitanos en Espagne. C'est au cours des années 20 et 30 qu'il a formé sa conscience politique, d'abord dans les milieux anarcho-syndicalistes et libertaires des deux grands foyers anarchistes de la péninsule ibérique, Séville et Barcelone, puis des avant-gardes européennes des capitales de l'exil, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Vienne, Moscou et Leningrad. Adolescent, il avait fait son apprentissage technique et politique comme ouvrier peintre céramiste dans l'une des nombreuses usines sévillanes, tout en suivant des cours à l'école des arts et métiers de la ville, et comme militant à la CNT, organisation syndicale fondée en octobre 1910 par les groupes et fédérations libertaires réunis en congrès à Séville. Dès lors, sa carrière de graphiste dans la presse et les organes de gauche, à la fois contre la dictature de Miguel Primo de Rivera et en faveur de la justice sociale, puis contre le franquisme, constituera l'élément fondamental de son engagement. Reconnu pour ses dessins politiques avant-gardistes en noir et blanc, il travaille, expose et publie ses œuvres à Madrid et en Catalogne, où il s'est établi en 1926, puis sur les lieux de ses exils successifs, à la suite des multiples arrêts d'expulsion qui l'obligent à chercher refuge en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne ou en URSS. Combattant tant sur le plan artistique que militaire pendant la guerre civile espagnole, il est commissaire politique sur les fronts de Mallorca, Madrid et Andújar, puis milicien à la culture dans la 26e division, Columna d'Urruti, où il aurait notamment recruté un bataillon de cavalerie gitan. En 1939, il doit se réfugier en France. C'est l'un des exiliés de la Retirada. Il est interné dans les camps de concentration en France et en Algérie française, où il est déporté. Fuyant les tortures du camp de Djelfa, il obtient un sauf-conduit pour rentrer en Espagne en mai 1942 et reprend son combat dans la clandestinité. Arrêté sans jugement ni condamnation, il est incarcéré pendant 8 ans à la prison Model de Barcelone. Un peu avant d'en sortir, il y a peint des fresques dans une cellule attenante au cachot des condamnés à mort. Cette œuvre manifeste n'a été découverte qu'en 2004, car elle est en grande partie cachée par une couche de peinture tartinée sous prétexte d'hygiène par l'administration pénitentiaire dans les années 70-80. Elle peut encore être restaurée, mais le bâtiment panoptique, symbole de la répression, bien qu'inscrit au patrimoine architectural de Barcelone, est menacé de démolition depuis le printemps de 2007. Une association déploie de grands efforts depuis des années pour populariser dans le monde entier
l'œuvre multiforme de l'un des plus remarquables artistes du peuple rom. Son site internet, en espagnol, donne accès à une éblouissante iconographie. http://www.eliosgomez.org. Merci Dominique. Bien, bah écoute, on peut passer, je crois, à la CNT qui, en espagnol, avec ton accent, non, tu peux pas nous... la Confédération nationale des Trabajo. Ah, j'adore quand Robert parle espagnol. Excusez-moi, c'est comme quand je prends ma voix de Stewart. Non, mais oh bah non. Oh mon genre. Ce serait vraiment l'hôpital qui se moquerait de la charité et ça c'est pas bien. Bon. Ça c'est pas bien. Voilà. Eliosgomez.org, oui. C'est vraiment passionnant. Hein. Bon, le site est en espagnol, mais ceux qui ne lisent pas l'espagnol pourront quand même profiter des images. C'est quelque chose. Hein. Moi, j'avais une affiche de Durruti, une affiche sur un fond rouge où il est en buste, et derrière il y avait tout un c'est un camarade espagnol qui me l'avait filé, et je l'ai perdu parce que derrière il y avait des faces de la vie de Durruti en photo jusqu'à sa mort, quoi, et sa dépouille qui était exhibée. Et je me demande si justement cette affiche n'avait pas été faite par cet artiste espagnol. Ah, je suis pas sûr. Non, t'es pas sûr. Non, je suis pas sûr, mais on va regarder ça. Là, pour l'instant, ça ne m'évoque. Je parle pas de l'arrière de l'affiche. Oui, l'arrière de l'affiche avait. Mais justement, c'est un peu l'arrière de l'affiche qui m'étonne. Mais ça peut. Hein. Oui, mais l'arrière de l'affiche a été faite, c'était inséré dans un magazine, donc tu vois, mais c'était une reproduction d'une affiche de Durruti. En militaire, de sa colonne Durruti, là, mais à l'arrière ils avaient mis donc. Oui, non, mais de toute façon c'est fort possible. Hein, donc on va regarder ça de près. D'accord. Voilà. Sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 134e, avec Piquet-Coup, à la régie, Jean. À l'instruction publique et particulièrement artistique, qui est l'ossature de cette émission, le tronc, et nous sommes les petites branches. Oh, que c'est mignon. Une superbe version, je trouve. Hein. Ah oui, à Las Barricadas, je crois qu'on va se la réécouter régulièrement. Ouais. Celle-là, non hein. Et puis on va continuer avec Picabia. Je sais pas quand est-ce qu'on va finir avec Picabia, parce que j'arrive pas à le terminer, Picabia. C'est bien.
Non, et comme tu disais, on n'est pas forcément fan de son du travail, résultat, ouais, c'est ça. et de Ouais. sa personnalité. Et de Complètement, ouais. complètement. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment, voilà. Et puis là, c'est toi qui t'y colle. Donc, Francis Picabia, numéro 2. D'un artiste peu soucieux de son utilité sociale. Il disait, je peins mon âme sur la toile. Dans mes tableaux, le public ne doit pas chercher un souvenir photographique d'une impression visuelle ou d'une sensation, mais il doit les regarder comme une tentative pour exprimer le plus pur de la réalité abstraite de la forme et de la couleur, considérée en elle-même. Entre 1909 et 1914, Picabia va poursuivre son exploration du nouveau langage visuel du modernisme et lancer plus d'idées neuves qu'aucun autre artiste d'avant-garde, sans jamais exploiter systématiquement aucune de ses formules. C'est là qu'il est un petit peu exceptionnel, c'est-à-dire que souvent les artistes, ils usent la formule tant qu'ils peuvent. Et si tu veux, il a beaucoup donné dans le isme, ou dans la sion, par exemple, mais très peu de temps à chaque fois, et sans jamais se laisser enfermer ni par le succès, ni par la formule, ni par le succès de la formule, ni par la formule elle-même, quoi. Et c'est en ça que je pense qu'un artiste a vraiment une raison d'être considéré comme un artiste, comme vous verrez la semaine prochaine. On va passer de l'entretien qu'on a eu avec Garouste, et lui aussi, à un moment de sa carrière où il est quand même à l'apogée de celle-ci, il a envie complètement de casser tout ça et puis de faire tout autre travail, quoi. Il l'a fait un peu plus tard, un peu moins souvent que Picabia, mais quand même, c'est assez remarquable. Tout à fait. Alors, durant toute cette période, Picabia est à la recherche de son propre langage pour transcrire son état intérieur. Il expose régulièrement dans les salons depuis ses œuvres fauves de 1910 jusqu'aux toiles cubistes de 1911. Vous voyez, l'intervalle n'est pas très grand. Ça mord un peu sur les 2 années, c'est-à-dire que des œuvres fauves, il en a faites jusqu'au milieu à peu près de 1911, et puis les toiles cubistes, elles, se sont prolongées aussi jusqu'au milieu de 1912. Enfin, disons, les premières, je les situe là. Bien. Puis il présente donc dans la foulée la continuité de son travail, des tableaux bien plus abstraits, voire même totalement non figuratifs. Et à cette époque-là, c'est quand même assez exceptionnel. Mais à l'exception de quelques-unes, les critiques sont mitigées, on les comprend, ils aiment bien les choses qui sont établies, ils n'ont pas besoin de trop se mettre un doigt dans le trou de balle pour essayer de comprendre quelque chose. Voilà, et qui qualifie ces œuvres, enfin en tout cas ces harmonies de couleurs, de danger pour l'art. J'aime bien des critiques d'art qui considèrent qu'un artiste est un danger pour l'art. Ça c'est un comble. Le comble du critique, c'est de considérer qu'un artiste est un danger pour l'art. Absolument. On va dire ça. De canular aussi, ces œuvres étaient qualifiées de canular, voire de complot. Là, on est vraiment dans la paranoïa du critique, quoi. Heureusement, c'est aussi le début d'une amitié qui durera toute sa vie avec Marcel Duchamp. Tiens, c'est bizarre. Pour qui Picabia est une force libératrice, ainsi qu'avec Apollinaire, qui était lui aussi, d'une certaine manière, un critique, par contre, qui n'avait pas peur de mouiller sa culotte. Lors d'une visite à New York, qui va durer 6 mois, Picabia rencontre également le photographe Alfred Stieglitz et son groupe d'artistes qui se réunissent à la galerie 291 sur Fifth Avenue, où il expose d'ailleurs une série de grandes aquarelles réalisées dans sa chambre d'hôtel. Tu peux nous rappeler qui est Alfred Stieglitz? Un photographe. Tu vois un petit peu? Pas vraiment, non. Un photographe américain qui a fait carrément école là-bas. D'accord. Il avait tout un groupe de suiveurs derrière lui. Et tu connais forcément. Il y a des photos qui sont vraiment des icônes. Écoute, on en reparlera peut-être aussi la semaine prochaine, où je mettrai un lien sur le blog de l'émission. Il y a une photo, un monogramme, disons, de Stieglitz, qui est pratiquement aussi connu que certains monogrammes tirés des films de Bergman ou de Chaplin, tu vois. Okay. Ouais. Ce que j'ai aussi oublié de préciser, c'est que la visite de Picabia à New York, qui a duré 6 mois, elle était prévue pour durer 15 jours. D'accord.
Ouais, bah, je peux comprendre qu'on reste 6 mois à New York, alors qu'on devait y rester 15 jours. Non. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il expose d'ailleurs une série de grands aquarelles réalisés dans sa chambre d'hôtel. Ouais. Ça, j'adore ça. J'ai oublié la chambre, un hôtel, j'ai oublié le nom. Ça avait un nom un peu flamand, mais j'ai oublié Bévort ou un truc comme ça, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Je sais pas s'il existe encore. La ville, donc, où il est resté 6 mois au lieu de 15 jours, marque Picabia de façon indélébile. Ça, on peut le comprendre, même pour quelqu'un qui y est jamais allé. New York est la seule ville que cubiste au monde, la cité futuriste. Oui, on imagine même aujourd'hui. Elle exprime la pensée moderne dans son architecture, sa vie, son esprit. Oui. Pardon encore, quand je dis, quand j'écris que la ville a marqué Picabia de façon indélébile, en fait l'inverse aussi. Ouais. La ville a été marquée par Picabia complètement, aussi. Oui, complètement, oui. On le sait moins parce qu'en France, il est considéré comme un artiste assez mineur. C'est pas du tout le cas aux États-Unis. Hein. Okay. C'est le cas de pas mal d'artistes français qui sont considérés comme complètement nazes chez nous, puis qui est dans les pays à l'extérieur sont considérés. Je pense que nous, on est vraiment des gens assez frileux concernant l'art, quoi. Elle exprime la pensée moderne dans son architecture, sa vie, son esprit, je l'ai dit, mais c'est pour reprendre la suite du propos. Mais la machine infernale explose en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Picabia part en mission à Cuba en mai 1915, mission qu'il abandonne lors d'une escale à New York en 1916. Occasion d'y exposer une nouvelle série de tableaux mécaniques, tandis qu'apparaissent chez lui des signes de neurasthénie, suivis d'une dépression nerveuse. Oui, ça, on est quand même presque 40 ans avant sa mort, hein. C'est un peu terrible, mais bon. Ouais. Durant les 10 mois qui suivent, Picabia passe son temps entre Barcelone et New York, cherchant à échapper à la guerre. Alors qu'il réside temporairement à Barcelone en compagnie de Marie Laurencin. Ah, Marie Laurencin, ouais. J'oublie toujours son nom. Glaise et Cravant, Cravane, je sais pas. Cravane, Arthur Cravane, c'est un littéraire. Hein. D'accord. Il se met sérieusement à la poésie, publiant son premier recueil de poèmes sous le titre de 52 Miroirs. De retour à Paris en 1917, Picabia voit sa santé se détériorer et sa vie s'assombrir, ce qui est le cas de beaucoup d'artistes à la fin de leur vie. La même année, il rencontre Germaine Everling, qui deviendra bientôt sa compagne dévouée. Qui était cette Geneviève Germaine? Germaine Everling. Ouais. Aucune idée. Une artiste, non. L'année suivante, il part en Suisse pour une période de convalescence pendant laquelle ses médecins lui interdisent de peindre. Alors ça, c'est vraiment encore un truc. Un médecin qui interdit de peindre un artiste. Non, mais c'était pas le genre à se laisser faire comme ça. Il écrit alors fiévreusement poèmes et dessins de la fille née sans mère, l'athlète des pompes funèbres et râtelier platonique. J'adore, atelier platonique. C'est pas vrai. Ouais. L'athlète des pompes funèbres aussi. Oui, aussi, c'est pas mal. Il entre aussi en contact avec Tristan Tzara, et les dadaïstes de Zurich. En 1919, après 10 ans et 4 enfants, ça j'aime bien ton raccourci, là, Picabia se sépare de sa première femme et s'embarque pour une nouvelle aventure avec Germaine Everling et les dadaïstes. Et ça sera notre Jean nous a déjà préparé ça pour une troisième émission. Oui, c'est déjà préparé. Dans 15 jours, on reparlera de Picabia. Ce que je sais pas, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait. Parce que j'arrive pas à finir. Non, mais pourquoi s'arrêter? On n'est pas en une radio commerciale, on n'a pas l'impératif d'audimat, donc les auditeurs que ça gave, ils iront écouter d'autres émissions. Puis voilà. Voilà, tu vois. Mais là, il est né en 1879 et mort en 1953. C'est la deuxième et on en est encore qu'en 1919. Alors, sur ce rythme-là, on est parti pour 5 émissions sur Picabia. Je vais essayer de finir la prochaine fois, quand même. Bon, motivez-vous. Mais après tout, si je n'y arrive pas. Je trouve que tu le fais vachement bien. T'as l'air d'y prendre du plaisir. Moi j'adore. C'est vraiment le type d'artiste qui me donne envie. C'est pas vraiment, mais si quand même, donne envie de continuer de me sentir bien dans ma peau d'artiste si j'en suis un, quoi. Parce que les artistes praticiens, comme on l'évoquait aussi avec Garouste, c'est un petit peu la tasse. Ok, sur Radio Libertaire, la 334e et la 200e sur Francis Picabia. Fuir le bonheur du pauvre qui ne se sauve, que le ciel azuré lui remauve, penser ou passer à autre chose vaudrait mieux.
bonheur de Parkin se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de Parkin se sauve, comme une petite souris dans un coin d'alcôve, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de Parkin se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Croire aux cieux, croire aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de Parkin se sauve, avoir parfois envie de crier sauve, qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de Parkin se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Même quand tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de Parkin se sauve, dis-moi que tu m'aimes encore si tu l'oses, j'aimerais que tu trouves autre chose de mieux. Fuir le bonheur de Parkin se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Je fuis le bonheur de peur qu'il ne se sauve, avait écrit Picabia. Gainsbourg en a tiré une chanson pour sa compagne Jane Birkin que vous venez d'écouter là. Donc la chanson s'appelle Fuir le bonheur. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, que vous n'allez bientôt plus entendre, puisque l'émission commence à se fatiguer. Il essaye de nous faire pleurer. Là. Oui, méfiez-vous là quand. La voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub, à Raquel 131e, avec Piquet-Coup à la régie, Jean à l'instruction publique et plus particulièrement artistique, qui va tout de suite vous parler, je suppose, parce qu'avec lui, il est tellement imprévisible, des expos à voir absolument. Voilà, et puis après, tu nous feras les annonces traditionnelles. Avant de nous dire au revoir. Ouais, que tous les auditeurs attendent. Et nous faire vraiment pleurer à ce moment-là, hein, si tu veux bien. Pour l'instant, c'est pas fini. Ah. L'Espagne entre deux siècles, ça c'est au musée de l'Orangerie du Jardin des Tuileries, je le rappelle, dans le 1er arrondissement de Paris. Faut vous dépêcher, hein, c'est valable jusqu'au 9 janvier seulement de cette année. Je sais pas pourquoi je vous avais pas parlé de cette exposition jusque-là. Hein. Elle propose en fait une vision panoramique des principaux artistes et des tendances de l'art espagnol. Mais enfin, c'est vrai que ça fait bien le lien avec notre Helios Gomes. Hein. L'art espagnol de la fin du 19e siècle au début du 20e. Hein. Elle présente en fait une 60aine d'œuvres des artistes fondamentaux de cette période, hein, tels que Joaquín Sorolla y Bastida, Ignacio Zuloaga y Zabaleta, ils m'excuseront, hein. Dario de Regoyos, Salvador Dali, ça va mieux là d'un coup, je sais pas pourquoi, Joaquín Mir, Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Joaquim Sunier, Pablo Picasso, là aussi ça va mieux, et Joan Miró, qui ont tous illustré hein, la richesse et
et l'incroyable diversité de l'art espagnol au tournant du XXe siècle, hein, ainsi que son évolution naturelle dans les mouvements d'avant-garde, hein, notamment le symbolisme et le post-impressionnisme. Et puis Giorgio Vasari, là on est un peu plus ancien mais indispensable, Dessin du Louvre, ça c'est donc au musée du Louvre, 75 058 Paris, il n'y a plus que cette adresse maintenant. Il y a tellement d'entrées au Louvre que... Métro Louvre, Palais Royal. Tu vois, on sent l'habitué. 2 ou 3 fois par semaine, hein, je le rappelle pour ceux qui nous suivent régulièrement. Mais un quart d'heure seulement. Hein. Ouais, non. Hein, sinon ils s'endorment. Ça, vous avez un peu plus de temps, c'est le 8 février 2012. Hein, un peu moins d'un mois de plus, voilà. Giorgio Vasari, peintre, architecte et écrivain italien, hein, né en Toscane en 1511, il se forme à Florence, puis à Rome, hein, où il découvre l'Antiquité et les grandes créations de Raphaël et de Michel-Ange. Peu à peu, il se retrouve au centre de toute la production artistique florentine, hein, qu'il domine par l'extrême diversité de ses talents, par son sens aussi de l'organisation et peut-être un petit peu par son infaillible instinct de courtisan, notamment auprès des Médicis. Hein. À l'occasion du 50e centenaire, pardon, de sa naissance. Ça commencerait à faire beaucoup, oui. Du 5e centenaire de sa naissance, pardon, le Louvre lui rend hommage à travers une exposition des plus beaux de ses dessins conservés par le musée. Ça fait partie des collections permanentes, hein, du musée du Louvre, mais sont rarement rassemblés. Voilà. Bien, merci mon Jean. D'écouter Circuit de Servus, c'était un morceau de Da Palestrina. Alors, Da Palestrina est un des plus grands compositeurs italiens de la Renaissance. Il a été influencé par l'école franco-allemande, donc il a composé principalement des œuvres liturgiques qui comprennent des messes, des motets, des madrigaux. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, toujours sans maître, toujours sans publicité, avec un racaille. Grand merci d'ailleurs Pukekou pour sa programmation musicale. Mais à ta demande quand même. Non, pas franchement. Mais si, non. Tu m'as dit que tu voulais une dédicace pour tes amis de la Fédération, non? Et on passe tout de suite. Tu veux des noms?
Et on passe tout de suite aux œuvres pieuses de notre chère fédération, puisque pour rester dans la Parce note, qu'elle en a. oui, parce que dans la note de Palestrina. Ah, ça passe pas. Hein. Ah, ça passe pas. La première œuvre de notre chère fédération, c'est Radio Libertaire. Pas la première, je veux dire, c'est pas par la place, mais nous y sommes, que nous pouvons vous parler par l'intermédiaire de cette radio, qui a besoin évidemment d'un soutien constant et amical et surtout financier de ses auditeurs qui peuvent évidemment participer à l'entretien du matériel très sophistiqué de notre studio, de notre régie, en prenant une carte d'auditeur de la radio à la librairie Publico, dont vous parle Jean tous les mardis à propos des livres qu'il compulse, qu'il étudie pour faire ses papiers. Donc vous vous déplacez, vous bougez vos petites miches jusqu'au 145 rue Amelot, à Paris dans le 11e. Je vous rappelle, métro Bercan, fille du Calvaire aux Républiques. Vous entrez dans les Républicaux, vous voyez tout de suite à votre droite un petit comptoir où normalement sont Jean, pardon, ça y est, il m'obsède ce mec. Il faut dire que je suis pas très loin. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis il me regarde d'un air sévère pour voir si je vais pas en dire des bêtises. Alors, où sont Max ou Laurent, les permanents de la librairie, qui vous accueillent avec un grand sourire et auquel vous pouvez demander la carte d'auditeur moyennant 20 €. Voilà. Et ces 20 € multipliés, c'est comme la multiplication des petits pains, pour rester dans la note. À la fin, ça fait des grosses sommes. Et comme ça, on peut continuer. Oh, c'est beau. On peut continuer à blablater dans le poste. Et puis, la deuxième œuvre pieuse de notre chère fédération, c'est donc la librairie Publico. Voilà. Une libraire anarchiste, militante, au cœur de Paris, pas loin de la République, c'est vous dire, entre la République et la Bastille d'ailleurs, et vous pouvez trouver toute la littérature militante que vous recherchez désespérément sur d'autres sites ou dans d'autres librairies, mais aussi de la littérature générale, aussi une presse militante, et aussi des DVD de chanteurs que nous aimons, des affiches, des flyers, des pins, enfin des t-shirts, même des sweats, toute cette petite je sais pas comment appeler ça, je dis bimbeloterie, mais enfin des t-shirts, c'est pas des bibelots, des bimblots ou des bibelots. Bon, bref, toutes ces choses qui permettent parfois quand même de tirer un petit peu plus de thunes de vos poches. Et puis le Monde Libertaire, la troisième œuvre de la fédération. Le Monde Libertaire, un magazine qui paraît tous les mardis en kiosque à Paris, mais il y a aussi un dépôt de presse à la librairie Publico. Ce magazine avec des textes militants bien sûr, mais aussi d'autres sur les grands mouvements qui agitent le monde, avec des plumes même extérieures à notre fédération. On a des copains, on appelle ça des sympathisants, ou des gens qui ont une sensibilité proche de la nôtre et qui savent écrire, c'est un coup de peau, et qui écrivent des articles donc dans ce magazine. Avec des cartoons aussi un peu forts, d'équipe de jeunes illustrateurs. Tout ce petit monde-là est bénévole, ils sont pas énormément pour sortir presque 50 pages toutes les semaines. Il faut le faire, et ils ont besoin évidemment d'avoir des lecteurs et aussi beaucoup d'abonnés. Et les abonnements, vous pouvez les prendre à la librairie Publico, justement, mon Jean. Donc toujours 145 rue Amelot, vous entrez, vous dites bonjour à Max ou à Laurent suivant leur jour de permanence, et vous leur expliquez que vous voulez vous abonner au Monde Libertaire. On s'engage là-dessus, une petite discussion sympa. Éventuellement, vous pouvez boire un café avec eux. Et voilà, j'ai fait le tour des œuvres de la fédération. J'espère que vous n'êtes pas trop assommés par ce blabla, mais il est nécessaire pour vous rappeler, parce que je pense que vous êtes un petit peu difficile à comprendre toutes ces choses. Enfin, c'est pas des choses qu'on accepte facilement, surtout en ces périodes de crise, de devoir encore ouvrir son porte-monnaie pour une œuvre charitable. Voilà, j'ai fini de déconner. Je vous souhaite donc
une bonne semaine, un très mauvais début d'année. Faut pas vous faire d'illusions. Vous avez des oiseaux là qui sont prêts à vous sauter dessus pour accaparer vos voix. Alors surtout, leur faites pas plaisir. N'allez pas leur donner vos voix. Pensez que vous leur laissez un blanc-seing pour 5 années de truanderie. Voilà. Et puis donc, avant de dire au revoir, je rappelle à nos auditeurs que s'ils ont la chance de pouvoir écouter du chant liturgique tous les mardis matins sur Radio Libertaire, c'est grâce à Robert du groupe Arracaille, du groupe et de l'émission Arracaille. Si on vous interroge, vous ne pourrez plus dire que vous n'en saviez rien. Salut à tous. Ah oui. Juste une petite annonce avant d'arrêter l'émission. C'est pour le vendredi 20 janvier à 19h30 à Publico. Il y aura la projection du film Anton's Home of the Blues, un homme, un endroit, une légende tous les soirs. La projection sera suivie d'une discussion entre fans de blues et l'entrée est libre. Voilà, au revoir. Bien, merci beaucoup Pikeko, au revoir et je vous dis adieu parce que je pense que je pourrais pas revenir à la prochaine. J'ai enfin eu sa peau.